Bonjour à tous et à toutes, enfin bonjour à toutes et à tous du coup. Vous êtes en train de vous connecter tout doucement. Je vois les participants qui arrivent au fur et à mesure. Bienvenue sur une de nos dernières conférences du coup de la journée, puisqu'il ne nous reste plus que 3 avec celle-ci. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Tristan Bellet et Damien Crécart du French Talent Studio, qui vont vous parler de la gestion des talents. Est-ce que la crise préfigure de la gestion des talents pour demain? Moi, je suis Fanny, donc une des co-créatrices avec Nicolas Aignan de cet événement de 2 jours. Je fais juste le point technique pour ceux qui n'ont pas encore suivi les conférences. Pas bien, il faudra aller les voir en replay. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi les conférences, vous avez possibilité de poster vos questions directement dans la partie Q&R, donc questions et réponses. Ça permet de mieux gérer les questions sur les moments de questions-réponses. Si jamais, déjà, je vous mets bien un petit check dans le chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que son, image, tout ça, tout va bien? Vous mettez un petit oui dans le chat. N'hésitez pas à bien basculer dans le chat sur envoyer à tous les conférenciers et les participants, et pas juste tous les conférenciers, puisque par défaut, c'est sur tous les conférenciers. Donc, basculez bien sur tous les conférenciers et les participants. Au top. J'espère que vous êtes dans un bon gros niveau d'énergie. Nous, c'est le cas. On est à balle et c'est hyper important. Je laisse la main à Damien et à Tristan et je vous souhaite une très, très bonne conférence et je les remercie d'intervenir aujourd'hui dans ce cycle de conférence. Mince. C'est pour toi, Damien. C'est pour moi. C'est très bizarre de s'adresser à tout le monde sans percevoir les vues, en tout cas, de tout le monde. En tout cas, je voulais déjà vous remercier d'être nombreux présents. Donc, déjà, peut-être me présenter et vous dire un mot. Donc, je suis Damien Crécart. Je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Taste. Et je suis aussi le porte-parole, surtout, d'un écosystème qui s'appelle French Talent Studio, qui regroupe aujourd'hui plus de 42 acteurs experts du talent et des ressources humaines. Et au sein de cet écosystème, justement, on s'est réunis ensemble pour essayer de travailler ensemble à innover pour accompagner la construction du travail du futur et en faire une opportunité. Donc, Saloon nous a demandé, au sein du French Talent Studio, de réfléchir à comment la crise allait impacter structurellement le travail du futur. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par un premier constat dans cette crise. Je vais du coup vous partager une présentation pour qu'on puisse ensemble suivre. J'espère que je ne me trompe pas de présentation. Voilà. Donc, comment la crise préfigure le travail de demain? En fait, cette crise, je vais commencer par une première anecdote. Vous avez tous peut-être remarqué, en début de crise, il y a eu un fait qui est extrêmement éclairant sur la problématique de l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Il y a eu une demande en début de crise pour mobiliser des travailleurs pour aller aider les agriculteurs à pouvoir récolter en France les fruits de l'agriculture, puisqu'il était essentiel qu'on puisse nourrir tout le monde dans cette période et que l'agriculture en France, on l'a appris à ce moment-là, extrêmement adossée aux travailleurs étrangers. Donc, on a estimé à ce moment-là, la FNSEA a estimé qu'il fallait 200 000 personnes pour pouvoir justement récolter les fruits de l'agriculture dans la période. Donc, il y a eu l'ouverture d'une très belle plateforme immédiatement qui a proposé en fait à tous les gens qui le souhaitaient de pouvoir s'inscrire et postuler, enfin en tout cas mettre leur profil en visibilité pour pouvoir donner leur disponibilité aux agriculteurs. Et là, on a eu la surprise de voir qu'il y avait 300 000 candidats potentiels à l'agriculture, dont d'ailleurs plus de 30 000 à Paris. Et du coup, on voit bien qu'il y avait un mouvement de fond. Et parallèlement à ça, grosse déception, puisque je crois qu'il n'y a eu que 6 offres de postées en direction de ces recherches. Et en fait, on voit bien qu'en fait, il y a une inadéquation complète entre ce qui était la recherche potentielle des agriculteurs et en fait l'offre de candidature. Puisque quand on regarde en fait à l'intérieur, dans le détail, on s'aperçoit qu'en fait, l'agriculture a négocié
des conditions de travail très spécifiques et du coup un droit du travail aménagé et du coup ne rémunère pas du tout à la même hauteur qu'aujourd'hui le marché du travail traditionnel. Donc les heures sont plus longues, les salaires sont moins importants et en plus se posaient énormément de questions autour de la mobilité, du logement et du coup de l'intérêt pour les gens pour finir à pouvoir réellement exercer ces métiers, doublé avec le fait surtout que ces métiers nécessitaient des qualifications. Puisque pour pouvoir être productif sur ces métiers, quand on fait même les asperges ou même quand on travaille sur n'importe quelle ferme, il faut savoir avoir des savoir-faire, conduire un tracteur, savoir avoir des gestes métiers. Et donc, on voit c'est quoi l'aboutissement globalement de ce grand mouvement qui a eu lieu en début de crise. Ben, ça a débouché en fait sur la réouverture des frontières aux travailleurs étrangers, puisque on va, comme en Allemagne, comme en Autriche, organiser en fait la venue des travailleurs étrangers, alors qui sont plutôt dans l'Union européenne. On n'ouvrira pas sur le Maroc et la Tunisie, parce que je pense que notamment des pays comme l'Espagne refusent d'être traversés en ce moment, ou l'Italie. Donc, en fait, on les réouvre en tout cas pour permettre aux agriculteurs de pouvoir réaliser leurs récoltes et pour ne pas les perdre et aussi pour pouvoir nourrir sur le territoire. Donc, on voit bien vraiment cette difficulté à faire aboutir et se coordonner l'offre et la demande. C'est le premier impact, en tout cas le premier fait que je voulais vous signer. Le deuxième fait, c'est la crise, en fait, elle montre bien la difficile revalorisation du travail. On a tous en tête en ce moment tout l'exemple des travailleurs essentiels. C'est le grand mouvement social qui consisterait aujourd'hui à bien revaloriser ces fonctions essentielles, mais on voit bien la difficulté que c'est, notamment par exemple pour les personnels hospitaliers, d'avoir fait aboutir la prime de 1 000 €, qui paraissait quand même juste logique. On a eu des besoins énormes par rapport à eux. L'aboutissement des primes dans la distribution, l'aboutissement des primes sur les éboueurs, tous ces métiers-là, en fait, la difficulté qu'on a à les revaloriser. Pourquoi on a une difficulté à les revaloriser? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises n'ont des marges de manœuvre financières qui sont très faibles sur ces métiers-là. Toutes les entreprises qui sont des entreprises dites de main-d'œuvre ont aujourd'hui une fragilité très importante de leur modèle économique. Les entreprises de transport, avant la crise, il y a énormément de défaillances des entreprises de transport, puisqu'elles ont du mal à valoriser aujourd'hui leur production. Et en plus, elles sont adossées à des coûts de main-d'œuvre qui sont élevés par rapport aux autres pays dans le monde. Donc, on a une faible productivité de ces entreprises et une grande fragilité. Donc, on voit bien qu'il est, même si c'est une attente sociale qui est extrêmement forte, et puis qu'il y aurait même une incidence très positive sur l'économie au niveau macroéconomique, puisque ça revaloriserait le PIB de payer mieux aujourd'hui les fonctions essentielles, dans l'exécution, dans le microéconomique, en fait, les entreprises sur lesquelles ils sont adossés sont tellement fragiles qu'il est difficile aujourd'hui de financer ces revalorisations. Cet enjeu-là, d'ailleurs, qu'on a vu sur les travailleurs essentiels dans la crise, c'est le même qu'on a sur celui des femmes. Si on faisait aujourd'hui l'égalité salariale homme-femme en France, ça serait plus de 62 milliards de progression du PIB. Ce serait formidable. Quel meilleur moyen d'accélérer aujourd'hui, de retrouver des éléments de croissance. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, dans le détail, la plupart des entreprises vont doucement sur cette revalorisation, notamment quand on regarde la distribution du travail des femmes, parce qu'en fait, les entreprises ont des difficultés à pouvoir revaloriser ce travail au vu de leur fragilité économique. Tout ça, ça nous emmène à quoi? C'est qu'en fait, dans la crise notamment, en fait, on a été extrêmement focusé sur les populations d'essential workers. On a aussi créé un grand débat sur l'opposition des travailleurs essentiels avec ceux qui pouvaient télétravailler. Et pourtant, aujourd'hui, si on regarde les choses de près, la population qui est le vecteur de la transformation du travail, ce n'est pas les travailleurs essentiels. C'est aujourd'hui la population des cadres, des entrepreneurs, des indépendants, qui est la population, on va le voir tout à l'heure, qui a le plus cru et qui représente aujourd'hui surtout 37% des actifs. C'est-à-dire que sur une population active d'un peu plus de 27 millions,
on a aujourd'hui plus de 11 millions de cadres entrepreneurs ou indépendants. Et du coup, c'est cette population qui est vraiment celle qui nous entraîne sur les transformations du futur du travail. Donc, on va regarder ensemble justement comment on est devenu un marché de cadres et d'expertise, comment la montée en puissance de ces populations crée aussi un vide au niveau du droit, puisqu'on a un droit du travail qui n'encadre pas une grande partie de ces populations, que en fait, nos enjeux aussi sont très portés sur les entreprises innovantes. Et du coup, tout ça, ça impacte fortement du coup, les grandes questions que sont le travail à distance, les lieux de travail, l'organisation du travail. Et du coup, on regardera après, à travers ces enjeux, à travers ces impacts, quels sont les enjeux qu'on a aussi sur du coup, la transformation des métiers, la reconstruction de la richesse, et puis les plus grandes questions sociétales qu'on a devant nous, que sont la transition écologique. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par une série de 3 constats. Donc, la première, c'est l'accélération de la mutation du travail. C'est que la crise, en fait, elle impacte en fait, immédiatement du coup, les fonctions essentielles, les travailleurs essentiels. Ce qu'on voit immédiatement, 60 à 90% des secteurs ont directement, par exemple, l'intérim a été impacté immédiatement de 60 à 90%. Les 4 secteurs qui ont concentré essentiellement les demandes d'activité partielle, c'est la construction, les commerces, l'hébergement-restauration, on voit bien tous les enjeux du tourisme, et puis des activités de services techniques. Donc vraiment, c'est les travailleurs essentiels qui payent tout de suite le plus lourd tribut immédiatement en termes d'activité. Donc la chute du PIB, elle impacte directement. Et si on regarde du coup à travers 3 constats, la différence, c'est qu'en fait, sur le marché des cadres, on a un moindre impact. Puisqu'on garde néanmoins, déjà la première chose, c'est que structurellement, le marché des cadres, il a 3,4% de taux de chômage. C'est un taux qui est à peu près constant sur maintenant près de 30 ans, c'est-à-dire qu'on est au plein emploi sur les cadres, que les cadres, pendant la crise et au mois d'avril, alors que tout le monde était à l'arrêt, que l'économie était à l'arrêt, on a néanmoins au mois d'avril, on a pris un support qui est cadre emploi, qui est un support payant, et les annonces ne durent qu'un mois. Et donc, du coup, on a voulu regarder combien d'annonces avaient été publiées. On a 8400 offres d'emploi de cadres qui ont été publiées. Donc, c'est moins que d'habitude, moins que mars, moins que février, mais c'est la moitié moins. Et ça reste néanmoins 8000 offres de postes. Alors qu'on voit que parallèlement à ça, les impacts sont colossaux sur l'intérim et sur les autres populations. Donc, la population cadre, on voit bien que c'est une population qui est encore en tension en termes de besoins de compétences. Et du coup, on vous a mis aussi des chiffres clés pour regarder ça à travers le temps, puisque du coup, cette population, il y a 40 ans, représentait 5% de la population active. Elle en représente 18,4 aujourd'hui. L'année dernière, c'était 300 000 recrutements et donc 70 000 créations nettes. 70 000 créations nettes, c'est presque la moitié des créations nettes d'emplois l'année dernière ont été sur le marché des cadres. Et si on regarde en plus, qu'est-ce qui soutient cet emploi des cadres et cette dynamique sur l'emploi des cadres, on voit bien que notamment pendant le confinement, entre le 14 mars et le 24 avril, les startups françaises ont levé plus de 300 millions d'euros pendant cette période. Ça montre aujourd'hui qu'en fait, structurellement, on est vers un marché de cadres. Si on regarde ça en plus à travers un deuxième constat aussi qui est important, c'est l'accélération du nombre croissant d'entreprises. Aujourd'hui, l'année dernière, en 2019, on est à 815 000 entreprises créées. Et notamment, quand on regarde le chiffre de plus près, c'est plus 9% pour toutes les sociétés type SARL, SAS, SA, donc des entreprises qui ne sont pas des entreprises individuelles. Donc, il y a une vraie portée de la croissance des entreprises. Le nombre de mandataires sociaux représente 4 millions de personnes en France. Donc, on voit bien aujourd'hui que c'est une population qui pèse lourd dans la population active. Et la création d'entreprises, on a voulu la lier, et cette dynamique et ce besoin de création d'entreprises dans le moment, il est lié aussi à des investisseurs.
Et on voit bien que les principales places financières, ce qui est un mouvement extrêmement paradoxal dans la crise qu'on vient de connaître, en fait, se maintiennent. Si on regarde le Nasdaq, il n'y a pas de perte du Nasdaq. Il y a le Dow Jones est assez stable. Donc, c'est vraiment pas une crise aujourd'hui monétaire. On ne voit pas les bourses s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'argent des investisseurs reste disponible pour des entreprises. Donc, c'est un élément qui est extrêmement déterminant dans ce que va être justement le travail de demain. Le troisième constat, c'est la montée de puissance des travailleurs indépendants, la montée en puissance des travailleurs indépendants. Cette population des indépendants représente aujourd'hui 3 millions de personnes en France. Donc, on voit bien que c'est une croissance, si on la regarde depuis 2003, à plus 25%. C'est la population qui a le plus cru aujourd'hui. Et en plus, si on le regarde à travers les immatriculations aussi de micro-entreprises, on voit qu'on est à plus 25% de micro-entrepreneurs, plus 16% d'entreprises individuelles. Et ça, c'était dans une période de croissance. Là, avec la crise qui s'annonce, bien sûr qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, et notamment dans ce cadre-là, et on l'avait observé déjà en 2009, ce sont beaucoup de gens notamment qui sont expérimentés, qui ont du savoir-faire, vont profiter de cette période pour créer leur activité en indépendant, parce que c'est souvent la meilleure façon qu'ils ont de revaloriser leur emploi. La crise de 2009, par exemple, il y avait eu énormément de directeurs financiers qui avaient été licenciés, puisqu'il y avait énormément d'automatisation de ces métiers, du métier de la finance. Et du coup, on voit que le métier à l'époque s'est recomposé avec beaucoup de DAF qui se sont mis en indépendant et qui ont adressé le marché des startups en leur proposant du temps partagé. Donc, on voit bien que le temps de contraction où il va y avoir en effet des cadres expérimentés qui vont partir de leur entreprise vont eux recomposer leur emploi en le faisant en multi-entreprise ou en tout cas en mode indépendant. Et donc, du coup, on va encore avoir une accélération de ce marché des indépendants. Donc, ça, c'était les 3 premiers constats. Du coup, ces constats-là, ils nous emmènent sur quel niveau d'impact, en fait. C'est ça qui est aussi très important dans la question qui nous était posée. Donc, la première, c'est le travail à distance ou télétravail. Alors, il y a un grand débat sémantique, télétravail ou travail à distance. La première chose, c'est on voit qu'il y a une étude, on a pris 2 études un peu différentes, qui sont la première, celle de la CFDT, l'aspiration vraiment de 68% des gens à télétravailler, des cadres à télétravailler, et aussi qu'ils pensent aujourd'hui de manière pérenne installer le télétravail. Et nous, on vient de faire une étude, où on a fait une étude sur plus de 600 cadres et dirigeants d'entreprise ou comme en gérant d'entreprise. Et on aperçoit en fait qu'on arrive à un moment de convergence extrêmement fort sur les fonctions tertiaires. Donc sur toutes les fonctions, notamment du coup de cadres et d'experts. Puisqu'on voit que les dirigeants en fait aspirent à développer le télétravail à 50% et au-delà à plus de 41%. Et c'est valable pour les managers et les salariés. Donc, il y a une vraie force de convergence entre ces 2 populations qui aspirent à développer massivement le télétravail au-delà des 50%, ce qui aujourd'hui va impacter forcément énormément notre façon de travailler demain. Tout ça, d'ailleurs, on peut le lire à travers la transformation des lieux de travail, puisque sur les dernières années, il y a eu un énorme mouvement de transformation des espaces de travail, avec la montée en puissance du coworking, où on voit que la rapidité avec laquelle le coworking s'est installé en France est presque même surprenante, avec maintenant plus d'1 million de mètres carrés consacrés au coworking en France. C'est aussi tous les espaces incubateurs, accélérateurs qui ont pris une place considérable aujourd'hui dans le travail. Et donc, ces espaces qui sont quelque part avant-gardistes ont installé en fait la fin d'une organisation du travail, notamment sur les cadres, qui sera un peu la fin de l'open space.
c'est-à-dire la fin de l'aménagement en batterie de postes. Alors, l'open space, c'était les bureaux paysagers au départ, mais enfin bon, c'était des postes de travail les uns à côté des autres, alors qu'on voit bien aujourd'hui que l'attente, en fait, en termes opérationnels des collaborateurs, c'est de trouver des espaces dans le lieu de travail devient une destination pardon, dans lequel on cherche à aller fabriquer quelque chose, que ça soit lors d'une réunion, que ça soit dans un espace dédié à la créativité, que ça soit dans un espace où on va fabriquer du média, dans un espace où on va accéder à de la data spécifique, mais pas juste en fait sous un mode de routine où je me lève le matin, je prends mon transport en commun ou ma voiture et je vais au lieu de travail. Et déjà, quand je suis arrivé, j'ai l'impression que je vais presque pointer et je vais m'installer dans une routine. On voit forcément que le télétravail va complètement bouleverser cette vision en fait de l'espace du travail, avec du coup des impacts aussi sur la crise qui sont tous les critères de sécurité. Parce que je viens me rendre à mon travail, mais si c'est essentiel, d'ailleurs, il est intéressant de voir que l'État nous a quand même donné une injonction pour toutes les entreprises qui pouvaient continuer à télétravailler, à continuer à télétravailler. Donc, et on voit aussi que du coup, l'expérience doit être vraiment différente dans ces lieux. Et c'est comme ça qu'on va construire des nouvelles formes de collaboration. Donc, justement, derrière, ça suppose d'organiser le travail différemment. Et là-dessus, en fait, on a bien sûr l'organisation personnelle du travail. On voit avec quelle rapidité, d'ailleurs, les Français ont découvert qu'ils pouvaient être très agiles au niveau digital, puisque l'explosion des plateformes Zoom, Hangout a été colossale dans le période de la crise. Mais on voit aussi que du coup, ça va reposer sur une organisation du travail qui est différente, avec une perception du rôle du manager qui n'est plus en fait, qui est en train de casser le modèle hiérarchique de l'entreprise, avec le manager qui justement est là pour contrôler votre travail, pour l'organiser au quotidien, pour vérifier vos tâches, qui était le modèle très hiérarchique de l'entreprise, en plus en France, avec une culture très forte de ce modèle pyramidal de l'entreprise. Et ben, le rôle du manager, là, il est complètement en train d'évoluer. Donc, c'est lui qui doit justement synchroniser, donner confiance, organiser le travail en mode projet et laisser énormément de liberté, puisque le travail à distance ne permet plus du tout cette mode de contrôle et en plus a montré son inefficacité. Je crois que c'est vraiment ce qu'on découvre avec la période du confinement. C'est d'ailleurs dans notre étude, on le voit bien, c'est que les gens n'ont pas perdu en productivité parce qu'ils télétravaillaient. Ceux qui ont perdu en productivité parce qu'ils télétravaillaient, c'est parce qu'ils avaient des circonstances spécifiques, soit de garde d'enfants, soit d'isolement, d'ailleurs, de manque d'échange avec les uns et les autres. Mais autrement, pour la grande majorité, ça a été une découverte sur le fait que ça fonctionnait bien. Et les chefs d'entreprise, d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Ils disent qu'ils trouvent qu'aujourd'hui, à plus de 91%, qu'ils ont parfaitement confiance dans leurs salariés, dans leur autonomie et leur capacité à rester productifs dans cette période. Et du coup, ça a accéléré ce modèle organisationnel. Ça pose aussi, et c'est un sujet qu'on regarde de très près, ça repose complètement le rôle du DRH. Le rôle du DRH, c'est d'organiser normalement la coquille, la coque du travail quelque part. C'est la structure, c'est-à-dire les relations sociales, le CHSCT, les horaires de travail, la vérification que le droit du travail est bien respecté, donner les grands outils pour la paye, etc. Et on voit qu'en fait, l'attente du DRH en fait, a complètement pivoté. Et on est en train de se rendre compte que bah non, en fait, le rôle du DRH, c'est de donner au manager des outils pour gérer son nouveau rôle. Et puis, on voit que surtout le DRH devient un DRH des attentions. C'est-à-dire qu'il doit regarder dans l'organisation, il doit gérer l'individualisation. Et l'individualisation, en plus, qui va au-delà de la perception de mon identité professionnelle et de mon identité personnelle. Avant, il y avait un cloisonnement de la vie pro, vie perso.
Là, tout d'un coup, la crise a montré l'irruption de la vie personnelle dans la vie professionnelle et du coup de la fusion des deux identités, ce qu'on peut peut-être regretter pour certains ou pas, mais en tout cas, c'est une vraie considération de l'individu à part entière parce que justement, on doit considérer les cas particuliers. Et du coup, le DRH devient ce DRH des attentions de tous les cas particuliers, alors qu'auparavant, c'était plutôt un DRH qui gérait la structure. Tout ça, ça a un impact aussi qui est hyper intéressant parce que quels partenaires sociaux, quels représentants, puisque on voit bien que les syndicats en ce moment sont confrontés à un problème de représentation des salariés. Il y a déjà que 11% des salariés syndiqués, il n'y en a que 6,3%, c'est les cadres, mais surtout qui représentent les indépendants, qui représentent les entrepreneurs. Et du coup, on a 30% aujourd'hui, donc 37% de la population, qui souffrent d'un déficit d'incarnation de ces représentants. Moi, je ne connais pas aujourd'hui les représentants des cadres, je ne connais pas les représentants des entrepreneurs, je ne connais pas les représentants des indépendants. Donc, du coup, on a besoin de réinventer aussi les partenaires sociaux et la représentation sociale parce que ces nouvelles conditions du travail, cette nouvelle forme du travail va quand même poser des questions de dans quel cadre elle s'effectue. Alors certainement que le droit du travail, qui est un droit de classe, qui est un droit de lutte des classes, est aussi un droit qui va être amené à évoluer et qu'on doit repenser tout ça. Mais pour le repenser, il faut aussi des partenaires sociaux solides. Et pour l'instant, on n'en a pas sur cette catégorie. Le troisième point, ça serait de travailler sur les enjeux. Les enjeux, on le voit bien, on est dans un enjeu en fait dans lequel on est dans un mouvement d'innovation, c'est-à-dire qu'on est porté par les BNIC, biotech, nanotech, information, tout ce qui est digital et sciences cognitives. C'est le mix de ces 4 briques technologiques qui aujourd'hui portent la vague d'innovation qui fait justement une vague de croissance importante. Mais cette vague de croissance, elle se fait d'abord dans une destruction qui est une destruction qu'on espère créatrice, on va le voir, mais d'une destruction d'emplois, puisqu'on parlait des travailleurs essentiels. Paradoxalement, aujourd'hui, notre croissance par les technologies va se faire dans un mouvement de destruction de pas mal d'emplois, puisque notamment sur les emplois à faible qualification. On le voit bien à travers aussi bien, on a pris 2 exemples, qui est celui des caisses, où on a voulu revaloriser les caissières comme des travailleurs essentiels. Et on voit bien que pourtant, on est dans un grand mouvement de caisse automatique et du coup d'une expérience client qui est vécue très différemment et à plus avec, si on le regarde à l'œil du e-commerce et de tout ce que ça a modifié dans l'expérience aujourd'hui du retail, c'est du coup énormément d'emplois qui seront encore une fois supprimés. C'est aussi des emplois qui vont être amenés à être supprimés, par exemple, sur tout ce qui est voiture autonome. Bien sûr que justement, toutes les entreprises logistiques se posent la question de savoir comment ils vont automatiser tous ces métiers. Enfin, ce n'est pas comment ils vont le faire, c'est que ces vagues d'innovation, d'ailleurs, arrivent sur l'automatisation de ces métiers. Donc, on a bien conscience aujourd'hui qu'on est dans ce mouvement-là. Et ce mouvement-là, heureusement, il a son vertu positive, c'est-à-dire qu'en fait, il transforme énormément de métiers et il recrée énormément de métiers. Il recrée énormément de métiers, si on le regarde, sur aussi bien, par exemple, l'usine 4.0, avec la capacité à travailler sur la cobotique et à intégrer justement l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le cloud, la data. Et du coup, on va pouvoir réimplanter des usines en France. Moi, je travaille par exemple avec Saclay et La Ruche à Lyon. Tous les industriels sont en train de travailler sur la réimplantation d'usines grâce à ces nouvelles technologies. Mais du coup, ces nouvelles technologies ne fabriquent pas le même type d'emploi. Et on s'aperçoit que d'ailleurs, sur tous les emplois industriels qualifiés à partir du niveau technicien, ça, ce sont des métiers qui sont en très grande tension en France, sur lesquels il y a énormément de besoins. Et pareil, la crise, là, actuelle, elle ne va pas impacter ces métiers-là. Donc,
C'est vraiment un des points de transformation essentiels. Il y avait une étude d'elle qui est parue où 85% des métiers n'existent pas encore. Et dans ces transformations des métiers, si on le regarde, on peut le regarder sur le secteur de la construction avec le BIM. Je parlais des fonctions finances. Aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de produire un bilan comptable. Les logiciels nous permettent de produire des bilans comptables maintenant en temps réel. C'est de changer la fonction finance pour lui donner beaucoup plus de valeur business en analysant l'intelligence de ce que sont les données et de ce qu'elles nous disent de la capacité à construire des indicateurs de performance qui soient les bons. Donc, on est devenu, par exemple, sur la finance, sur un travail en temps réel, et ça a dynamisé énormément tous les métiers de la fonction financière. Donc, c'est un moment qui est extrêmement intéressant sur le fait d'être capable d'accompagner en fait toute la transformation de ces métiers, à la fois dans sa création, mais aussi dans la capacité à faire évoluer tout le monde. C'est un des enjeux les plus forts qu'on ait. Et ce qui est très intéressant, c'est que beaucoup, on se dit, mais est-ce qu'on a les compétences? Et en fait, on regarde énormément par ce biais-là. Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a les compétences? Et en fait, ce sont plutôt les soft skills, c'est-à-dire les capacités intrinsèques à chaque individu qui nous permettent de justement s'adapter à ces technologies et de transformer les métiers. Et ce n'est pas que par la connaissance en hard skills qu'on va y arriver, puisque tout ça est à inventer. Personne ne connaît aujourd'hui exactement quelle est la façon dont on va exercer l'intelligence artificielle dans les usines. Il va falloir inventer. J'ai repensé par exemple à ces femmes qui avaient travaillé sur les calculateurs, les premiers calculateurs IBM, qui étaient en fait les secrétaires qui avaient pris en main les premiers outils informatiques pour les faire fonctionner. La capacité de chacun est énorme et c'est plutôt dans le développement de chacun qu'on va réussir à construire la nouvelle valeur des métiers. Le troisième grand enjeu auquel on est confronté, c'est surtout un enjeu en fait écologique, parce que en fait cette crise, elle met en exergue le fait que là, la prochaine crise qui est devant nous est une crise bien plus importante, celle du réchauffement climatique. Et on voit bien qu'en fait, pendant la crise, qu'est-ce qui se passe? Sur les entreprises dont on parlait tout à l'heure, sur les 300 millions, en fait, 25% des entreprises qui ont levé des fonds sont des entreprises qui sont aujourd'hui sur la green tech et la green tech. Donc, on voit bien que les investisseurs, notamment, qui continuent à soutenir justement l'économie, ils le font aussi vers des startups qui peuvent transformer profondément aujourd'hui notre modèle économique. Et on voit bien que le plan de relance qui va se jouer au niveau européen, le plus gros plan, puisqu'il y en aura aussi un au niveau français, mais qui est un plan d'investissement aujourd'hui, le pacte vert européen, c'est un plan à 1000 milliards d'euros sur 10 ans. Donc, notre enjeu, c'est aussi de créer, avec les nouvelles technologies, la possibilité de cette transition écologique et du coup d'inventer tous les métiers qui vont aller avec. Et du coup, ma conclusion sera aussi de vous montrer qu'on est, vous l'aurez compris, ce mouvement-là d'émergence extrêmement forte des cadres. Bien sûr, on a tous en tête le mouvement des Gilets jaunes, mais du coup, la destruction de ces emplois, justement, qui sont de faible qualification, laisse en fait beaucoup de gens en fait en marge de la société. Et ça, c'est un énorme danger. Et du coup, ce danger, il est, je pense aujourd'hui, comme pris en compte par les institutions et les investisseurs qui commencent à se dire qu'en effet, il faut intégrer les 17 critères de l'ONU qui nous permettront aujourd'hui justement de continuer à faire société, de donner aux entreprises plus de profondeur et puis plus de dimension que simplement d'être dans un bon bilan économique, mais d'avoir de l'impact sociétal. On voit aussi qu'il y a eu entre-temps une révision du rôle du dirigeant pour ne pas en faire que
un dirigeant au service de l'actionnaire, mais bien d'assurer le rôle sociétal de l'entreprise. Il y a une évolution aussi du rôle des investisseurs qui eux-mêmes mettent de plus en plus, notamment dans les fonds d'investissement dans lesquels ils placent leur argent, de pression pour que les entreprises redistribuent bien la richesse. Et ça, c'est de plus en plus suivi. C'est quelque chose de nouveau et je pense que la finance ne s'attendait pas à intégrer ces éléments-là. Nous, on travaille avec un des fonds d'investissement français et qui est un des principaux fonds européens qui dit, moi, je regarde même ces critères-là en premier parce que c'est eux qui permettront d'assurer la pérennité de nos modèles politiques, de nos démocraties. Et on voit qu'en fait, dans ce moment-là, du coup, ce qu'on a besoin, c'est aussi de formation, de capacité à monter en puissance sur les nouvelles compétences, à être en capacité de créer les nouvelles compétences aussi. C'est à la fois ce terme de l'upskilling et reskilling, hein, c'est-à-dire monter en compétences qui sont là, ceux qui n'ont pas de compétences, d'être capables de leur en donner des nouvelles. Et c'est un véritable enjeu qui aujourd'hui doit nous fédérer parce que cet enjeu d'inclusion, c'est celui qui va nous permettre de faire société. Parce que si on ne crée pas suffisamment d'emplois et de richesses, on ne pourra pas continuer à faire société. Et donc, on voit bien que cette montée en puissance de cette population qui est vecteur de transformation, elle porte en elle le risque de cette tension sociale. Alors, Merci Damien. J'ai deux questions pour toi que j'ai notées. Une première question sur le pourcentage de chômage de la population cadre en France. Est-ce que tu as une segmentation de ce pourcentage? Puisque la question porte sur est-ce que le chiffre il est surtout sur une population jeune et donc moins chère? Et quel serait ce chiffre sur une population plus senior? en fait, le chômage des cadres, on estime 3,4% du chômage des cadres. C'est un chômage extrêmement bas, surtout si on fait un focus à Paris, c'est encore beaucoup plus bas. Je vois à travers votre question une question qui est très importante, enfin deux questions qui sont très importantes. La première, c'est qu'on sait qu'en fait, la difficulté sur le marché cadre, il y a une première difficulté qui est celle de la barrière à l'entrée du marché cadre. C'est-à-dire qu'une grande part des jeunes diplômés qui arrivent à Bac+4, Bac+5 et qui notamment sont dans les filières en France, entre guillemets, les moins porteuses vers l'entreprise, restent à la porte et à la barrière du marché des cadres. Donc, c'est toujours une difficulté d'intégrer ce marché. Donc, c'est le principal frein d'ailleurs au développement de ce marché. La deuxième question, c'est une question intergénérationnelle. Le chômage des cadres, en effet, si on regarde les 3,4% et quand on le regarde de plus près, c'est un chômage qui frappe plus fortement tous les plus de 50 ans, qui notamment ont eu des parcours qui ne sont pas, je qualifierais, de linéaires. Donc, qui sont des parcours qui ont permis de consolider moins de savoir-faire directement identifiable dans les filières métiers. Et notamment, bien sûr, malheureusement, c'est toujours les mêmes effets. Les femmes de plus de 50 ans qui, en plus, justement, souvent ont été plus précarisées dans leur parcours, soit par les enfants, soit par des divorces, soit par des mobilités pour suivre leur mari, sont les plus fragiles dans l'emploi à ce moment-là. Donc, on sait que c'est un chômage à 6% en fait sur les plus de 50 ans, c'est-à-dire que tous les gens qui en fait se retrouvent exclus de l'emploi à ce moment-là ont du mal à y revenir. C'est une des difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Je pense que si en partie, c'est ouais. Parfait, merci Damien. Et une deuxième question, qui est-ce que le contexte qu'on connaît et qu'on va connaître serait une opportunité pour les syndicats et chefs d'entreprise d'évoluer vers un vrai dialogue, comme ce qui peut se faire en Allemagne notamment?
Je crois qu'en tout cas, la montée, le poids de cette population de 37% aujourd'hui, et qui est une population qui continue à faire très fortement croissance, nécessite en effet de reconstruire les relations sociales. Et donc, on le voit bien, le modèle proposé par les syndicats français ne trouve pas d'adhérence sur ces populations. Donc, il faut bien réinventer la représentation sociale. Et il ne faut pas oublier que les entreprises en ont besoin. Donc oui, moi j'y vois une source d'opportunité très importante. Merci. Et du coup, il y a une question, donc une question qui suit la première. C'est est-ce que du coup, cette réflexion sur la nouvelle manière de repenser la fonction cadre est plus souvent plus facile pour les grandes entreprises que pour les PME et les TPE? Euh, Moi, je ne crois pas qu'il y ait de facilité ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense que pour les grandes entreprises, il ne faut pas oublier la lourdeur des grosses entreprises qui sont des formes de bureaucratie quand on les analyse sociologiquement. Et donc, faire bouger une bureaucratie, c'est extrêmement long, extrêmement difficile. Et je trouve que ce qu'a fait Peugeot en décidant d'instaurer le télétravail comme la norme pour ses fonctions cadres est extrêmement audacieux. Et c'est très rare qu'une grande entreprise agisse comme ça. Quelque part, sur une PME, TPE, il est parfois plus facile d'avoir un dialogue social à taille humaine. C'est-à-dire que dialoguer avec ses cadres dans une PME, TPE, c'est plus simple. Et encore plus dans une start-up qui, comme elles sont en concurrence avec un marché extrêmement agressif sur les talents, c'est-à-dire c'est vraiment une guerre des talents qui est extrêmement forte sur les start-up, et ben elles sont extrêmement, j'allais dire, mieux-disantes en permanence sur le marché des cadres. Congés illimités, télétravail de règles, repas offerts, enfin voilà, il y a une inflation de l'offre de la part des startups. Donc, je crois que, en tout cas, j'aurais tendance à penser que c'est plus dur pour les grandes entreprises. Merci Damien, j'avais fait une petite erreur, hein, c'était PME et taille intermédiaire et pas TPE. Excuse-moi, mais je pense que tu as répondu à la question globalement. Euh, Après, il y a bien sûr tout est issu des PME familiales, où on voit bien le poids de l'héritage culturel, le poids de la reproduction des modèles et la difficulté à pouvoir parfois affronter aussi le fait que son entreprise a changé et du coup de la capacité à remettre en question tous les modèles qui ont fonctionné auparavant. Et en France, le poids du capitalisme familial est assez fort. Euh, et elle a du mal à accepter d'ailleurs qu'elle soit rentrée dans une concurrence aussi féroce sur les talents et notamment sur les cadres. Merci. Est-ce que tu as des exemples d'outils pour évaluer les soft skills et la capacité d'adaptation au métier de demain? Ouais. Alors, il y a beaucoup d'outils sur la place qui existent et vraiment, enfin, voilà, il y a une très belle dynamique d'innovation dans le secteur actuellement, que ce soit des gens comme Cubix, par exemple, qui ont des suites d'outils très intéressantes. Nous, enfin, du coup, on a un expert chez nous qui s'appelle Roderick Lechouarn qui connaît l'intégralité, en tout cas, qui en connaît énormément. Je vous inviterai à aller vers eux. Et nous, on utilise en interne, du coup, on a fait le choix d'une technologie et d'une structure partenaire qui s'appelle Assess First, qu'on utilise pleinement, en effet, pour regarder quels sont justement les soft skills de chacun des candidats, quels sont aussi ces drivers, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous met en énergie dans les actions que vous menez, et quelles sont aussi les formes de raisonnement et d'analyse que vous avez, et ce qui nous permet de mieux vous projeter dans les fonctions dans lesquelles vous allez le mieux évoluer, et du coup aussi de bien guider les transformations sur la façon de recréer les métiers.
Donc oui, on utilise ces outils et c'est vraiment des outils très, très utiles. Merci. Du coup, désolé, hein, il y a une question qui revient sur ce qu'on disait avant, sur le pourcentage de chômage en fonction de la segmentation des âges des cadres. Ouais. Donc, je te la lis, hein, telle quelle. C'est qu'il y a aussi des parcours non linéaires, qui sont liés à l'exercice choisi de différents métiers. Oui. Et est-ce que le salut des salariés de plus de 50 ans ne passe que par l'expertise? Point d'interrogation. Alors, moi, je ne pense pas. Loin de là, heureusement d'ailleurs, parce que s'il y a bien un poids des soft skills qui doit être important, c'est passer 50 ans. Après, ce qui est difficile, c'est, et c'est vraiment là où on regarde du côté de l'innovation, j'en ai pas parlé, on l'avait écrit, je regarde notamment beaucoup, avec énormément d'intérêt, l'expérience de territoire zéro chômage, sur la capacité justement à accompagner des chômeurs longue durée, qui ne sont pas forcément cadres, hein, bien sûr, hein, et à les aider à créer leur emploi, à travers d'ailleurs un modèle juridique très intéressant, qui est un modèle juridique d'entreprise qui s'appelle entreprise à but d'emploi. Et, euh, et, du coup, on voit, enfin, moi je pense que c'est je ne voudrais pas faire des. À la fois, je ne souhaite pas que les plus de 50 ans se vivent comme des victimes collatérales de l'offre et de la demande, telles qu'on a pu le voir en fait sur le marché agricole. Et du coup, que ces clés-là, du coup, doivent se travailler à travers aussi un angle d'innovation, de la capacité à réinventer sa façon d'adresser l'emploi et de le créer. Et du coup, parce qu'en effet, si on n'est que sur un marché d'offres-demande, ben, on est confronté à tous les préjugés des acteurs, toutes les difficultés des acteurs à bouger par rapport à leur conception des entreprises. Et je salue aussi d'ailleurs les initiatives, par exemple, de gens comme Simplon, hein, qui ont fait énormément bondir la capacité à casser le préjugé de la représentation du développeur, par exemple. Donc, je vois bien à travers votre question que ce qui se joue, hein, c'est qu'en effet, si on regarde le marché de l'offre et de la demande tel qu'il est, les plus de 50 ans qui ont peu d'expertise linéaire sont sanctionnés. Oui, mais il y a des solutions aujourd'hui. Justement, il pensait aux représentations qu'on se fait. Oui, les représentations sont fortes, hein. Nous, on est très engagés dans la compétence égale. On a des victoires chaque année, mais les représentations, bien sûr, de l'entreprise et de ce qu'ils pensent être pouvoir les personnes qui occupent les postes sont extrêmement fortes. Et c'est vrai que les outils, notamment comme Assess First, nous permettent de casser ces représentations, puisque avec Assess First, on arrive à recruter par exemple sans CV. Donc, du coup, à se fonder vraiment sur ce que sont les habilités de chacun et pas seulement le parcours, le CV, puisque vous parlez en effet, par exemple, des plus de 50 ans, mais c'est aussi le cas, par exemple, sur les handicapés. Merci Damien. Bah, a priori, moi, j'ai plus de questions. Du coup, je Des... reprends la... je reprends le mic. Putain, toi, tu étais là en cachet. Et j'étais là en masqué, voilà, exactement. Hop, je relance ma vidéo. Merci beaucoup, Damien. J'ai eu plusieurs retours, moi, en direct. J'ai aussi mes taupes qui assistent, des gens que je connais qui assistent et qui m'ont fait des retours hyper positifs, hein, sur le fait que c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup. Je profite juste pour finir donc de vous dire que, bon, évidemment, vous pouvez aller voir ce que fait le French Talent Studio et ce que fait Taste sur Internet. Il y a beaucoup de productions, vous pouvez les suivre sur LinkedIn. En plus, ils sont drôles. Il y a du contenu, il y a du contenu qui est fun. Et du coup, je voulais juste vous dire que pour ceux qui veulent avoir le récapitulatif, hein, les grandes take-out, les 2-3 éléments, les pépites à remporter de chaque conférence, en fait, on va créer post-événement un document qui va récapituler tout ça. Et je vous propose, si vous avez envie de le recevoir, parce qu'on ne veut pas vous pousser des contenus sans que vous en ayez envie, hop, je vous mets tout de suite dans le chat
Le lien sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées pour recevoir ce doc-là qui sera publié d'ici une quinzaine de jours, le temps qu'on le produise et que les conférenciers puissent le valider. Vous avez encore 2 conférences, une conférence tout de suite avec PLR Avocat sur comment le tribunal de commerce propose des outils avant d'arriver jusqu'au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire qui font très peur. En fait, il y a plein d'instances qui existent et qui sont très précieuses pour les entrepreneurs. Moi, j'ai eu droit à la conf en avant-première du coup et j'ai appris plein de trucs et je pense qu'on devrait tous, en tant qu'entrepreneurs et dirigeants, connaître ces éléments-là. Et puis, on terminera avec une conférence, un entretien plutôt, entre Nicolas Aignon, qui donc co-organise avec moi cet événement-là, Mathieu Stéphanie, qui est de l'agence Cosa Vostra et qui est l'hôte et le créateur du podcast Génération Do It Yourself, et moi-même. Et on va parler des plus grosses histoires de rebond d'entrepreneurs, les histoires les plus incroyables, etc. Il en a pas mal sous le coude. C'est pour se détendre tranquillement. Vous pouvez même venir avec votre verre de vin, votre bière, etc. Ce sera presque l'apéro. Bon, 17-18 pas encore, mais presque. On peut dire après 2 jours de conférence, on a presque le droit. Merci à tous encore d'être présents. Merci pour la qualité de l'intervention, Tristan et Damien. Et puis, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et si vous avez un dernier mot de la fin, vous pouvez. Tristan, Damien, je me tais, ça y est. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage en fin de semaine. Merci Fanny de nous avoir invités, puisque c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui nous motive, qui nous tient à cœur et j'espère qu'on prolongera plus tard les échanges avec les uns et les autres. Ouais, je vois qu'il y a des gens qui vous suivent déjà, parce qu'on a Sophie qui dit ils font la cuisine. En effet, ils font la cuisine. Tristan a fait Top Chef. Tristan a fait Top Chef, il faut le savoir. Il faut aller sur LinkedIn pour voir ça. Bonne journée. Merci Fanny, merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.